est 19h, bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Prudence ce soir et demain, la Direction générale de la météorologie place en vigilance rouge certaines provinces du royaume. Le vent soufflera entre Asila, Jorf et Cap Hadid. Au large de Safi, les vagues houleuses ont coûté la vie à 12 jeunes qui ont tenté la traversée macabre vers l'autre rive. Nous écouterons les témoignages poignants des familles éplorées des victimes. Nous ferons escale à Addis Abeba où se sont ouverts aujourd'hui les travaux du 13e sommet extraordinaire de l'Union africaine dédié à la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. Une réunion par visioconférence à laquelle prend part le Maroc. Le sommet devra approuver le lancement officiel du début des échanges commerciaux sous la zone de libre-échange continentale africaine le 1er janvier prochain. Covid-19, une situation épidémiologique toujours dans le rouge. Ces dernières 24 heures, le compteur des nouvelles infections affiche 4118 nouvelles infections, 3879 nouvelles rémissions et 48 décès. Un compteur frénétique que seule l'immunisation collective de la population peut freiner. Nous vous ferons en fin de journal une immersion inédite dans un lieu historique de la ville de Fès. La clinique vétérinaire pour équider l'établissement date de 1929 et héberge à ce jour des animaux souffrants, chevaux, mules et ânes. Ils retrouvent une nouvelle santé. Avant de développer ces titres, nous accueillons notre invité ce soir au plateau, Dr Abdelhakim Yahyan, directeur de la population au ministère de la Santé et membre du comité scientifique chargé de l'opération de vaccination anti-Covid-19. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères pour entamer ce journal. Le Maroc enregistre avec un immense optimisme et une grande satisfaction les développements positifs en cours pour dépasser le différend entre les pays frères au sein du Conseil de coopération du Golfe, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Se basant sur les liens de fraternité solide et de cordialité sincère, unissant Sa Majesté le Roi et ses frères rois et émirs des pays arabes du Golfe. Le Royaume du Maroc exprime son souhait de parvenir à un accord définitif pour clore ce différend, à même de permettre aux pays du CCG frères de retrouver la cohésion et l'harmonie et de consolider la stabilité au sein de la région et l'unité arabe, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Avant-coup hivernal aujourd'hui avec un mercure au plus bas sur une grande partie du pays. Cette première semaine de décembre nous apporte de l'instabilité. Dans un bulletin spécial, la Direction générale de la météorologie annonce pour ce week-end un niveau de vigilance orange entre Saïdia et Hoceima, Saïdia et Nador et entre Cap Hadid et Tarfaya. Le même bulletin place carrément certaines provinces en vigilance rouge pour la houle. Attention, le vent soufflera fort entre Asila et Jorf et Cap Hadid avec des vagues houleuses qui peuvent être mortelles. Elles ont coûté la vie à 12 jeunes safiotes qui ont tenté la traversée et qui y ont laissé leur vie. Abdelghani Tahraoui, Nesrina Ousdar. L'image parle d'elle-même. Mohamed est aujourd'hui un père inconsolable. Son fils, 27 ans, caressait le rêve de vivre ailleurs. Le rêve lui a coûté cher. Il lui a ôté sa vie et déchiré le cœur des siens. Les larmes aux yeux, la gorge serrée, ce seigneur partage avec nous sa peine. Je ne sais par où commencer. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, mon fils voulait partir coûte que coûte à l'étranger. Récemment, il a rencontré des personnes mal intentionnées qui l'ont dangereusement manipulé et qui l'ont mis sur la voie de la mort. Je fais bien évidemment référence aux passeurs qui lui ont promis monts et merveilles. Mon fils n'est pas la seule victime de ces criminels. D'autres jeunes de la ville de Safi, également dans la fleur de l'âge, sont aussi morts noyés. Ma peine et celle de leur famille est insoutenable. La peine de Mohamed est partagée par Abdelwahab, autre père endeuillé. Son chagrin va au-delà des mots. Mes ressources financières sont limitées. Mon fils se battait pour m'aider à joindre les deux bouts. En tentant la traversée, le défunt croyait bien faire. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma tristesse. Tristesse et désolation, c'est l'ambiance macabre qui règne actuellement à Safi. Au-delà de l'émotion, citoyens et acteurs de la société civile lancent un cri de colère contre ceux qui profitent de la fougue des jeunes et de leurs rêves pour en faire un business juteux.
C'est une catastrophe, immense catastrophe, je vous dis. Les victimes sont des jeunes d'une grande vivacité, des jeunes qui avaient des rêves plein la tête. Ils ont malheureusement péri à cause de l'avidité des lobbies derrière le trafic de l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. Ce drame est encore une fois l'occasion de dénoncer avec véhémence ces bandits qui agissent sans foi ni loi. Sa fille se remettait à peine des drames et des chagrins liés au Covid-19. Et la voilà encore une fois replongée dans une tristesse infinie. L'hécatombe survient au mois de décembre, dernier mois de l'année, celui des espérances et des espoirs, en des lendemains meilleurs. Tout cela est comme balayé par le vent de cette mauvaise nouvelle. On quitte Safi pour Casablanca. La ville est littéralement balayée par des vents forts. Sur sa célèbre corniche, pas d'âme qui traîne. Les feuilles de ces palmiers frémissent, les vagues se déchaînent. La prudence se doit impérativement rester de mise. Les Bédaouis en sont visiblement conscients. Ces conditions météorologiques doivent nous alerter. Il faut checker la météo de sa ville avant de sortir, éviter de se baigner et de pratiquer des activités nautiques. Et surtout, bien se couvrir. Car en plus des risques des noyades, il y a également les coups de froid que l'on risque d'attraper et dont on se passerait bien en cette période de crise sanitaire. Pour ma part, dès que la météo devient instable et que les alertes s'enchaînent, je deviens un peu casanier. J'évite d'aller à la plage et je fais tout pour prendre soin de ma santé et de celle de mes proches. L'année dernière, les restaurateurs de la côte casablancaise ont essuyé de lourds dégâts financiers à cause des vagues houleuses. J'espère que cela ne va pas se reproduire cette année. En tout cas, nous ne pouvons que l'espérer. La mer reste imprévisible. Une mer imprévisible et une alerte rouge. Des vagues dangereuses sont attendues demain également. Elles peuvent dépasser les 7 mètres, voire plus. Autre actualité de cette édition, hier soir, la Chambre des conseillers a adopté à la majorité le projet de loi de finances 2021 dans son intégralité. Le PLF 2021 a reçu l'aval de 29 conseillers alors que 16 autres s'y sont opposés. Les priorités du PLF 2021 sont orientées essentiellement en faveur de l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale et le lancement de la première phase de généralisation de la couverture sociale. Le PLF 2021 sera soumis à la Chambre des représentants pour parachever la procédure d'adoption. Les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays membres de l'Union africaine se sont réunis ce samedi par visioconférence dans le cadre d'un sommet extraordinaire dédié à la zone de libre-échange continentale africaine. Cette session extraordinaire devra examiner et approuver le lancement officiel du début des échanges commerciaux sous la zone de libre-échange continentale africaine le 1er janvier prochain. Le sommet extraordinaire devra également adopter notamment le rapport du leader et champion de la ZLECAf, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Les développements avec Mohamed Aitleshkar. Un sommet extraordinaire africain à moins de 4 semaines de l'entrée en vigueur, ce sera en janvier prochain, de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf, qui représente déjà aujourd'hui un marché potentiel d'1,2 milliard de consommateurs. Ils seront près de 2,5 milliards en 2050, soit l'un des plus importants espaces commerciaux dans le monde. Et c'est le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, que le Maroc avait signé l'accord de création de la ZLECAf. Le Maroc qui a signé en mars 2018 l'adhésion à la ZLECAf est sur le point de ratifier cet accord et permettra de déployer la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sur l'Afrique, notamment en permettant aux entrepreneurs marocains, aux industriels et aux investisseurs marocains de rayonner dans une zone de plus d'1 milliard d'individus, 1,2 milliard d'individus aujourd'hui, 2,5 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et donc c'est un moment fort pour l'Union africaine et pour la vision panafricaine du Maroc. À l'occasion de ce sommet extraordinaire qui s'est déroulé à distance, le Maroc a réitéré son attachement et son engagement à contribuer à faire triompher la ZLECAf, socle de l'intégration économique africaine et puissant levier du développement du continent. Pour le Maroc, la ZLECAf s'appuiera notamment sur les communautés économiques régionales ainsi que sur les zones économiques spéciales.
Ces zones économiques spéciales constituent autant d'outils du développement industriel, par exemple pour le secteur manufacturier. La ZLECAf devrait être un catalyseur du Made in Africa dans la droite ligne de l'engagement africain du Royaume pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique, selon la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'un des outils pratiques de cette ambition africaine est la Casa Finance City, la CFC, un hub économique et financier implanté dans la métropole casablancaise. Reconnue comme première place financière en Afrique, la CFC regroupe pas moins de 250 entreprises et 50 pays et met à la disposition de sa communauté des informations clés pour opérer en Afrique dans les meilleures conditions. Sarah Katir. Créée en 2010 conformément aux orientations royales visant à positionner le Maroc au premier rang des nations émergentes en Afrique, Casablanca Finance City est un hub économique et financier africain situé à la croisée des continents. Il compte une communauté de membres de plus de 210 entreprises. Aujourd'hui, Casablanca Finance City est considérée la première place financière sur le continent africain, selon l'indice mondial GFCI, et également la première place financière verte, donc qui fait aussi la promotion de la finance durable, en Afrique et au Moyen-Orient, selon le même classement. Nos membres comptent plus de 210 entreprises d'origine géographique différentes. Elles opèrent sur 50 pays africains à partir de Casablanca. Et avec l'adoption du décret de loi portant réorganisation du CFC, son offre est alignée sur les meilleures pratiques internationales et les plus attractives. Cette nouvelle organisation permettra aux investisseurs de trouver de nouvelles activités sur lesquelles ils peuvent être éligibles. Je citerai des domaines assez pointus au niveau des activités liées au domaine financier. La possibilité aux startups d'être éligibles au statut CFC, c'est une première. Pour les holdings aussi de participation, ils peuvent y être. On a rechangé la définition qui était dans la loi précédente, mais on a rechangé la définition pour la rendre beaucoup plus élargie. L'activité de négoce aussi, c'est une activité nouvelle. Et ça nous a permis de donner une clarté par rapport aux investisseurs étrangers qui ne connaissent pas aujourd'hui l'offre de CFC. Casablanca Finance City offre une facilitation des affaires, l'appartenance à une communauté d'entreprises de premier plan et un environnement business unique dans la région. Direction New York où s'est tenue hier une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sous le thème « La route vers le vaccin anti-Covid ». Dans un message vidéo préenregistré diffusé à la salle de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant l'action responsable du Royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour contrôler la propagation de la Covid-19. Une approche royale fait valoir Nasser Bourita basée sur l'anticipation, la solidarité, la prévention, la mobilisation de toutes les ressources internes, la recherche de partenariats innovants et la primauté de la sécurité sanitaire des citoyens. Le diplomate marocain a fait allusion à cet égard à la mise en place, conformément aux très hautes instructions royales, d'un fonds social pour la gestion de la pandémie du Covid-19 destiné à atténuer l'impact de la pandémie sur les couches sociales vulnérables. Un fonds doté de plus de 3,5 milliards de dollars. Évoquant la situation du continent africain, Nasser Bourita a appelé la communauté internationale à faire preuve de solidarité dans l'accompagnement des stratégies de relance nationale. M. Bourita a déploré que l'Afrique paie un lourd tribut à la pandémie. Pourtant, son relèvement demeure hypothéqué par des difficultés encore plus importantes que dans d'autres continents. Je vous le disais, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a notamment expliqué l'approche de Sa Majesté le roi Mohamed VI en matière de lutte contre l'épidémie du Covid-19 au plan sanitaire, économique et social et a prôné le multilatéralisme solidaire avec l'Afrique. Écoutons quelques extraits. Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a agi avec diligence et responsabilité pour contrôler la propagation de la Covid-19. Et sur très haute instruction royale, le Maroc mènera dans les prochaines semaines une campagne de vaccination généralisée avec une priorité aux plus vulnérables. Les efforts nationaux du Maroc ne l'ont pas empêché de rester solidaire avec ses pays frères et amis. Au plus fort de la pandémie, Sa Majesté le roi Mohamed VI a tenu à envoyer une aide médicale
à une vingtaine de pays africains frères en soutien à leurs efforts nationaux contre la Covid-19. Le Royaume du Maroc demeurera engagé, comme il l'a toujours été, pour l'avènement d'un multilatéralisme ouvert, flexible et solidaire, à même de ne laisser personne pour compte. À présent, coup d'œil sur la situation épidémiologique. 4118 nouvelles infections, 3879 nouvelles rémissions, 48 décès. Le total des cas actifs se chiffre quant à lui à 42 861 cas actifs au total, soit 191 de plus en 24 heures. Les cas sévères ou critiques sont au total de 960, 5 de plus qu'hier, dont 530 sont sous respiration artificielle et 80 intubés. Modalité, durée, coût, effet indésirable, les points d'interrogation ne manquent pas s'agissant de la campagne de vaccination massive contre le Covid-19 qui sera lancée prochainement. Pour répondre à vos interrogations, nous avons avec nous ici au studio le docteur Abdelhakim Yahyan. Vous êtes directeur de la population au ministère de la Santé et membre du comité scientifique en charge de la vaccination anti-Covid-19. Merci. Docteur, est-ce que vous disposez des premiers résultats des essais cliniques du vaccin Sinopharm, essais auxquels le Maroc a participé activement? Merci. Je pense qu'il est tôt de parler des résultats de ce vaccin, étant donné que ces essais cliniques, ils étaient multicentriques, multi-pays, donc il faut attendre les résultats, la base de données de tous les pays. Mais d'ores et déjà, le suivi des candidats dans les essais cliniques, on peut dire que le vaccin il est prometteur en termes d'efficacité et de sécurité. Vous avez relevé certains effets secondaires bénins, docteur, et lesquels? Les effets secondaires, les équipes qui ont suivi les essais cliniques, ils ont relevé, ils ont même présenté ça au comité scientifique et technique chargé de la vaccination anti-Covid. Les effets sont très mineurs. À titre d'exemple, il y a des petites rougeurs, une petite douleur, tout ce qui est relevé dans les vaccins qu'on connaît classiques, et il n'y a pas eu d'effet indésirable majeur. Et la campagne docteur va commencer dans le courant de ce mois de décembre. Où en sont les préparatifs, les centres de vaccination, les unités peut-être mobiles de vaccination, les préparatifs aussi au niveau des zones d'accès difficiles, surtout avec la vague de froid qui sévit actuellement en haute altitude. Donc beaucoup d'interrogations sur la logistique. Que pouvez-vous nous en dire, docteur ? C'est vrai, le nerf de guerre de cette campagne, c'est la logistique. Effectivement, il y aura tous les centres de santé aujourd'hui, presque 2888 sur tout le territoire du Royaume. Bien sûr, ces centres de santé constituent une station de vaccination. Les gens vont venir se vacciner, mais ces centres de santé, comme à leur habitude, ils prévoient des équipes mobiles pour aller dans les régions enclavées. On l'a toujours fait avec l'opération Reaya, on l'a fait durant les équipes mobiles de routine, et on a identifié ces points de rassemblement où on peut aller chez les citoyens qui sont dans les zones enclavées, ou peut-être les routes qui seront fermées par la neige. Les équipes vont y aller et vont donner la vaccination anti-Covid, en plus du paquet d'activités de routine qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc, outre le volet logistique, le volet scientifique s'impose tout aussi. Donc, le vaccin concernera sur 12 semaines 80% de la population. C'est l'information qui a déjà été donnée par le ministère de tutelle. Est-ce qu'il s'agit du seuil de l'immunité collective, docteur ? Le seuil de l'immunité collective, généralement, c'est 80%. Aujourd'hui, on espère arriver à 60% parce que la nouveauté, il y a toujours de la nouveauté avec le Covid, c'est qu'il y a le port de masque, et le port de masque va encore diminuer la propagation du virus. Justement, au bout des 3 mois de vaccination, est-ce qu'on peut espérer un retour à notre mode de vie habituel ? Mais bien sûr, on peut espérer le retour, c'est l'espoir, le vaccin, c'est l'espoir, mais il faut tenir compte de 2 choses. D'abord, avoir une seule injection, on n'est pas vacciné. La vaccination complète, c'est 2 injections à un intervalle bien précis. C'est à partir de cette 2e injection que à peu près 60% des Marocains ont eu leur 2e injection
à ce moment-là, on peut espérer revenir à notre vie normale et peut-être enlever. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce seuil de 60%, tant que les gens n'ont qu'une seule injection, le port du masque, il est toujours recommandé. La distanciation, le lavage des mains, c'est toujours la règle. C'est bien clair. Vous le savez, professeur, les questions des citoyens fusent à l'approche du démarrage de cette campagne de vaccination nationale. Deux questions reviennent plus souvent que d'autres. Le vaccin sera-t-il gratuit et sera-t-il obligatoire ? Monsieur le ministre de la Santé, il en a parlé hier à déclaration. Aujourd'hui, l'État prend en charge. Mais des mécanismes de financement sont envisageables. Peut-être que les caisses d'assurance pourront participer à la prise en charge. Pour les plus vulnérables, pour les ramédistes, ça sera gratuit. Très bien. Donc, en plus de Sinopharm, il est aussi question d'un autre vaccin, celui d'AstraZeneca. Concrètement, comment va se dérouler cette opération de vaccination ? Vous commencez par Sinopharm et puis vous complétez par AstraZeneca ou comment ? Vous savez, aujourd'hui, il y a une course mondiale pour l'approvisionnement en vaccins. Et la capacité de production ne peut pas suivre. Plusieurs pays n'auront pas. Donc le Maroc, il a fait le choix d'anticiper et de diversifier d'abord deux fournisseurs parce qu'un seul fournisseur ne peut pas nous donner toutes les doses nécessaires pour la population marocaine. Donc il y a eu une diversification des fournisseurs aujourd'hui de vaccins parce que c'est les deux premiers vaccins qui sont sûrs, qui sont en sécurité, ils présentent une sécurité et c'est reconnu. Complété par commencer par Sinopharm et complété, non, je crois pas. Le premier vaccin venu, on va l'utiliser sans aucun problème. Les deux vaccins ne sont pas complémentaires, mais les deux vaccins sont efficaces, sûrs, et ils ont le même but, le même objectif, c'est-à-dire produire des anticorps pour protéger l'individu. Et en attendant l'arrivée de ces premières doses, l'espoir est toujours permis. Docteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la population au ministère de la Santé et membre du comité chargé de l'opération de vaccination massive contre le Covid-19. Merci. Le compte à rebours est lancé plus que quelques semaines avant le démarrage des opérations de vaccination massive. Partout dans le monde, c'est la course pour valider des vaccins sûrs et efficaces. Un défi scientifique et logistique sans précédent pour lancer une campagne mondiale de vaccination. Une lumière au bout du tunnel dans l'espoir de reprendre le contrôle sur une pandémie dévastatrice. Le point avec Oumaima Ramli. Une centaine de pays ont déjà commandé le vaccin Sinopharm. En bonne partie des pays africains. Hier, ce titre a fait la une de plusieurs journaux asiatiques. Autre information phare cette fois-ci, selon le Global Times, le Sinopharm, un vaccin qui convient plus à l'Afrique. Le journal a mis en avant la compétitivité du vaccin, car son stockage et son transport n'exigent pas de conditions de température négative. Autant d'atouts qui en font un des vaccins bénéficiant du soutien COVAX, une alliance internationale menée par l'OMS. Mon pays porte un intérêt particulier pour la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI, l'Alliance de vaccins Gavi et l'Organisation mondiale de la santé pour la mise en place de la facilité COVAX qui permet d'assurer aux pays éligibles à l'aide publique au développement un approvisionnement coordonné et efficace de vaccins COVAX dès qu'il sera disponible. Et justement, pour garantir une distribution équitable des vaccins partout dans le monde, plusieurs initiatives internationales sont lancées. La France propose la création d'un mécanisme de don pour qu'une partie des premières doses de vaccins disponibles soit destinée à la vaccination des publics prioritaires dans les pays en développement. Ces doses, qu'elles proviennent d'Europe, de Chine, de Russie, des États-Unis, qu'elles soient le fruit de dons d'État ou de laboratoires pharmaceutiques, seraient ainsi allouées de façon efficace et équitable sur la base des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins portent la promesse d'un retour à une vie normale, un rêve que commencent à toucher du bout des doigts les premiers pays à avoir déjà annoncé le lancement imminent de campagnes massives de vaccination. Le Maroc dans le courant de ce mois de décembre ou encore le Royaume-Uni
pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie avec plus de 60 000 morts. Il est le premier pays occidental à autoriser un vaccin, celui de Pfizer. Les premières doses devraient être injectées dès les semaines prochaines. Dans le monde arabe, le Bahreïn est le premier pays à accorder une telle autorisation. Et puis, la Chine qui a déjà vacciné plus d'1 million de personnes. Avez-vous déjà entendu parler du fundouk américain? Vous le reconnaîtrez sûrement au drapeau en bande et étoile, ici au sommet de la bâtisse. Ce drapeau flotte encore aujourd'hui dans le ciel de la ville de Fès, une clinique qui héberge depuis plus de 90 ans des animaux malades et blessés. Des soins vétérinaires leur sont gratuitement prodigués. Nesri Hamdawi et Hassan Mandour nous embarquent dans cet établissement qui résiste à l'emprise du temps et témoigne de près d'un siècle d'histoire commune entre le Maroc et les États-Unis. Derrière les murs de cette bâtisse, ânes, mules et chevaux reçoivent une attention particulière. À leur chevet, une équipe pluridisciplinaire panse leurs plaies et soulage leurs maux. Ici, assurer le bien-être de ces animaux est un engagement, vieux de plus de 90 ans. Bienvenue dans la clinique vétérinaire pour équidés à Fès, la première du genre au Maroc. On l'appelle The American Fundouk. Derrière cet ouvrage, une New-Yorkaise, Bessie Dean Cooper. Son périple au Maroc, cette fervente défenseuse de la cause animale, l'a clôturé par la construction de ce refuge pour animaux. Depuis, l'esprit caritatif de cette bonne dame est resté bien vivant. Cela fait quelques jours que mon ânesse est en souffrance. J'ignore la nature de son mal-être. Ici, les spécialistes prennent bien soin de nos animaux. Il y a 2 ans, j'avais emmené mon animal pour le soigner dans ce fundouk. Le vétérinaire m'avait confié que la bête n'allait pas vraiment guérir. On l'a donc gardé pour apaiser sa souffrance. Et on m'a fourni en échange un âne en bonne santé. Aujourd'hui, je l'ai ramené. Il souffre de douleurs abdominales. On lui a injecté une substance médicamenteuse. Et à présent, ils sont en train de faire l'entretien de ses sabots. Autrefois, cet espace hébergeait les équidés les plus vulnérables, d'où l'appellation de ce lieu, fundouk. À présent, l'endroit est dédié exclusivement aux soins ambulatoires et chirurgicaux de ces animaux. Nos principales interventions concernent l'appareil digestif des animaux et même leur appareil respiratoire, car souvent à Fès, les enclos des ânes et des chevaux manquent d'aération. La poussière favorise les affections respiratoires chez les animaux. Nous pensons également les plaies profondes ou superficielles de ces bêtes, et puis nous prenons bien soin de leurs sabots. Sous le poids lourd de la marchandise, le corps de ces équidés peut parfois céder. À Fès, la clinique vétérinaire est là pour rétablir la santé de ces animaux vulnérables et pour inciter leurs maîtres à faire preuve de tendresse envers ces créatures. Et on souhaite une nouvelle santé à nos équidés en souffrance. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain ici à la même place, toujours à 19h.